Toutes et à tous. C'est donc de ce livre dont je voulais vous parler, qui me concerne directement. Mes 60 années de militance communiste ont commencé au tout début de l'année 1960, date à laquelle j'ai adhéré à l'Union des étudiants communistes. Je suis devenu membre du PCF dans le courant de l'année 1962 et je n'ai pas renouvelé mon adhésion en 2024. Toute ma vie militante a été aiguillonnée par la conviction qu'il fallait absolument se débarrasser du capitalisme. Mais comment? Telle est l'interrogation qui n'a cessé de me tarauder. Au début de l'année 2020, j'ai voulu faire le point. J'ai alors entamé un travail d'écriture qui m'a pris près de 2 ans. C'est en 1960 que j'ai fait la découverte de l'organisation communiste. Alors je dis bien découverte, car rien ne m'y avait préparé. À l'époque, j'avais fait la connaissance de membres de l'Union des étudiants communistes qui m'avaient ouvert les yeux sur les atrocités que la France commettait en Algérie et sur l'opposition communiste à cette guerre. Je vous conseille la lecture de cet ouvrage de Ruscio. J'ai soutenu très activement la lutte du peuple algérien pour son indépendance et à partir de là, à partir de cette lutte, j'ai fait le lien entre colonialisme, fascisme, racisme et capitalisme. Très vite, j'ai été convaincu que pour se débarrasser du capitalisme, cela ne pourrait se faire que sous la houlette du Parti communiste. De plus, j'ai été persuadé que le camp socialiste était suffisamment puissant pour contenir le camp capitaliste s'il lui venait à l'idée d'empêcher un pays capitaliste de rompre avec ce régime capitaliste pour s'engager sur la voie du socialisme. Pour se débarrasser du capitalisme, il allait de soi que le Parti communiste devait commencer par accéder au pouvoir. Alors, quelle stratégie était alors la sienne? Celle d'un grand soir. Celle d'un grand soir insurrectionnel avait été écartée depuis longtemps, restait donc la conquête par les urnes. C'était plus que plausible. Aux législatives de novembre 1946, les premières de la 4e République, il avait culminé à 28,8%, avec une SFIO loin derrière lui. Puis 26% aux législatives de juin 1951, et s'il chute à 15,5% après que De Gaulle s'était emparé légalement du pouvoir, à celles qui suivirent, il était passé de nouveau au-dessus de la barre des 20%, 21,9 en 62, 22,5 en 67. Le parti considérait que les conditions d'une alliance avec le courant réformiste, représenté essentiellement par la SFIO, pour accéder au pouvoir étaient remplies. Cette alliance du courant révolutionnaire qu'il considérait être le seul à incarner, avec le courant réformiste, était donnée comme un principe de base de la doctrine marxiste. C'est en tout cas ce que l'on m'avait appris. Le parti pensait être suffisamment puissant, voire hégémonique, pour tenir le rôle prééminent dans cette union et empêcher que son partenaire ne cédât à sa propension au compromis avec la droite, pouvant aller jusqu'à la collaboration de classe. J'étais absolument convaincu de cela. À partir de 1962, s'était ouverte la séquence au cours de laquelle le parti avait pressé les socialistes, je dis bien avait pressé les socialistes, SFIO de Guy Mollet, puis FGDS de François Mitterrand, de conclure un accord d'union sur un programme commun. Dans la nuit du 26 au 27 juin, le programme était signé. Cette signature
C'est l'autre. Voilà le problème. Cette signature avait suscité un immense espoir et je l'ai partagé sans retenue. Le 29 juin 1972, le comité central du Parti communiste s'était réuni pour avaliser la signature du programme commun. Le rapport que Georges Marchais y avait prononcé n'avait pas été porté à la connaissance des adhérents et par conséquent non publié par l'Humanité. Ce n'est qu'en janvier 1975 que ce rapport fut divulgué dans une brochure, une plaquette des éditions sociales L'Union est un combat, signée par Étienne Fajon. Dans son rapport, Georges Marchais n'avait pas caché ses appréhensions à l'égard du PS. Je cite Georges Marchais, « Il est clair que la conclusion d'un programme commun, la perspective d'un gouvernement dans lequel le PS jouerait un rôle important, donnerait à celui-ci des bases dans son effort pour se renforcer à notre détriment si nous ne faisons pas ce que nous devons faire. » Fort connu. En juin 1962, nous avions donc, nous les adhérents, été privés de cet important avertissement. Il nous aurait été bien utile car notre stratégie n'avait de sens que si nous étions en position dominante par rapport aux socialistes. Les résultats de la présidentielle de 1969 allaient spectaculairement démontrer que nous étions effectivement dominants. Je vous rappelle qu'à la précédente présidentielle, celle de 1965, sous l'insistance du parti, communistes et socialistes avaient présenté un candidat commun, en l'occurrence François Mitterrand. Pour celle de 1969, le parti avait renouvelé son offre, mais la SFIO l'avait déclinée. Dans ces conditions, c'est Jacques Duclos qui avait porté nos couleurs. Il avait fait 21,1%, alors que le candidat socialiste Gaston Defferre avait obtenu un lamentable 5%. Sauf qu'en 1973, des indices sérieux sur l'amorce d'un rééquilibrage de nos dépenses étaient fait jour. Si aux législatives de mars 1973, nous tenions encore la dragée haute aux socialistes, 21,3 contre 16, au cantonal de septembre 1973, le rapport de force s'était resserré, 22,7 contre 21,9. À la présidentielle de mai 1974, le Parti communiste s'était rallié à nouveau à la candidature de François Mitterrand, lequel, présent au second tour, avait perdu de peu face à Giscard d'Estaing. En août 1974, les législatives partielles s'étaient déroulées dans 6 départements. Elles avaient été marquées par une forte poussée à gauche, mais avec une progression du PS et un recul du parti. La dynamique unitaire n'avait profité qu'à notre allié socialiste. Au cantonal de mars 1976, le PS, avec 26,6%, nous avait encore devancé de près de 4 points. L'inversion du rapport de force s'était confirmée au municipal de mars 1977. Les législatives fixées au mois de mars 1978 se rapprochaient. Comme prévu, l'actualisation du programme commun avait démarré. Les négociations s'étaient ouvertes le 31 mai 1977. Le parti voulait élargir le champ des nationalisations alors que le PS n'en voulait pas. Mais à ma grande stupeur, un autre point d'achoppement avait brusquement surgi, cette fois du fait du PCF. Il avait demandé que le maintien de la force de frappe nucléaire soit stipulé dans le programme.
alors qu'il avait toujours été contre l'arme nucléaire. Il venait brusquement de changer de doctrine. En effet, le 11 mai 1977, le comité central s'était prononcé pour le maintien de l'arme nucléaire sans que absolument rien ne le laissât prévoir. L'Humanité du lendemain avait publié le rapport de Jean Canapar, rapport intitulé « Pour l'indépendance et la souveraineté de la France », très important le titre, mais la discussion qui s'en était suivie n'avait pas été publiée dans l'Humanité. Pour en savoir plus, attendez. Ça se charge. Tant pis. Pour en savoir plus, il avait fallu attendre 2007, avec la publication des premiers travaux de chercheurs portant sur les archives du PCF. Une partie de ce travail avait consisté à dépouiller les documents écrits et sonores des réunions du comité central de 1921 à 1977. Vous pouvez en disposer sur le net, c'est accessible à tout le monde. Ben voilà. Tout d'un coup, miracle. Des fiches synthétiques avaient été publiées, oui, je ne perds pas mon numéro, avaient été publiées, dont une correspondant à la réunion du 11 mai 1977, le comité central dont je vous ai parlé. Peut-être qu'on va la voir. Oui, bravo. Et Georges Marchais avait, donc c'est sur cette fiche décryptée, avait argué du nécessaire pragmatisme, je l'ai reproduit, qui prévaut dans le changement de position. Du pragmatisme. En fait, il fallait comprendre que la direction du parti, dans la perspective de l'accession au pouvoir de la gauche en 1978, ne voulait pas que l'on puisse douter, compte tenu de ses liens privilégiés avec l'Union soviétique, avec le parti de l'Union soviétique, de son attachement à une défense nationale indépendante tous azimuts et une politique étrangère souveraine. François Mitterrand avait refusé que le maintien de la force de frappe soit retenu dans le texte du programme, avait proposé que la question soit soumise au référendum. Ce fut le clash avec le parti. Le 21 septembre 1977, les négociations s'étaient achevées sur un constat d'échec. Aux législatives de mars 1978, le PS, avec 22,6 des voix, était passé devant le PC, 20,6, mais l'écart n'était que de 2 points. En juin 1979, aux premières élections européennes, au suffrage universel, l'écart en notre défaveur n'était que de 3 points. Nous pensions que rien n'était encore joué. Il fallait donc se préparer à la présidentielle du printemps 81, pour laquelle nous étions bien décidés, cette fois, à présenter un candidat communiste. J'étais totalement sur cette position. Oui. Notre candidat ne pouvait être que Georges Marchais. La direction du parti voulait absolument convaincre l'électorat populaire que les communistes étaient des gens sérieux et compétents, disposés à assumer toutes les responsabilités étatiques. J'ai déjà évoqué ce zèle pour expliquer son brusque revirement sur la question de l'arme nucléaire. Et pour cette remise en cause, j'avais été consterné. Cette fois, ce furent sur les questions de l'immigration et de la lutte contre la drogue. Et pour le coup, le parti avait franchi la ligne jaune. J'en avais été terriblement meurtri. Ce zèle s'expliquait aussi par la conviction qu'ainsi, le soutien à la candidature de Georges Marchais se trouverait renforcé.
nous avions tout faux. Le 10 mai 81, au soir du premier tour, nous étions atterrés en découvrant que son score n'était que de 15,4% contre 25,9% pour François Mitterrand. Aux législatives de juin 81, la vague rose avait fait un triomphe. Le PS avait obtenu la majorité absolue avec 285 sièges. Le parti était passé de 86 députés à 44. La suite allait confirmer que le mouvement de recul du parti s'était accentué. Au municipal de mars 83, toute la gauche avait reculé, mais le parti plus encore que le PS. Aux européennes de juin 84, toute la gauche avait été sanctionnée, mais le parti avec 11,2 plus encore que le PS, qui s'en sortait avec 20,7%. Ces reculs venaient jeter le doute sur la nouvelle ligne adoptée un an plus tôt au 24e congrès. Je vous la rappelle, cette ligne était censée, je vous la rappelle, parce qu'il y a des tas de gens qui le savaient, était censée nous permettre d'amorcer un rééquilibrage électoral favorable au parti. Il s'agissait de rattraper notre retard à définir, je cite, la résolution, un socialisme original et une voie française pour y parvenir. Il était affirmé que ce retard, qui avait duré 20 ans, avait été accentué par la stratégie d'union de la gauche autour d'un programme commun de gouvernement. Mais, en fait, rien ne s'était passé comme prévu et les choses étaient allées de mal en pis. Au 25e congrès de février 1985, au 25e congrès de février 1985, la nouvelle ligne fut pourtant confirmée et un mois plus tard, au cantonal, le PCF recueillait 12,6%, soit un recul considérable en comparaison des 22,5% des cantonales précédentes. Le PS reculait lui aussi, mais son score avait été le double du nôtre. Rien n'y faisait. En mars 86, première législative à la proportionnelle, c'est anecdotique, cette législative à la proportionnelle départementale, très peu se souviennent de cela, le parti avait fait moins de 10%. Dans les années qui suivirent, le mouvement de recul s'était confirmé. Au premier tour de la présidentielle d'avril 88, André Lajoigny faisait 6,8%. On se posait une question, était-ce la faute de notre candidat? Oui, disaient les uns, puisqu'aux législatives qui avaient suivi, le parti avait fait 11,3%. Non, disaient les autres, puisqu'aux européennes de juin 89, Philippe Herzog, qui était d'une toute autre pointure que Lajoigny, n'avait fait que 7,7%. En janvier 1994, au 28e congrès, Georges Marchais avait passé la main à Robert Hue. J'avais eu l'espoir que le parti allait retrouver des couleurs. À la présidentielle de 1995, Hue fait 8,7%. Aux législatives anticipées de mai 1997, le score du parti était de 9,9, loin derrière le PS qui était à 23,3. Mais il y avait encore un peu d'espoir. Et puis, patatras, aux européennes de 1999, la liste conduite par Robert Hue faisait 6,8%. Et la dégringolade allait se poursuivre. Présidentielle d'avril 2002, Robert Hue fait 3,4%.
Et vous savez que c'est là, cet épisode terrible où Chirac et Le Pen se qualifient pour le second tour. Aux législatives, aux législatives de juin 2002, le parti totalise 4,9%. L'Humanité avait ouvert une tribune de discussion. Plusieurs contributions avaient mis notre échec sur le compte de la perte de notre identité communiste. J'en avais été excédé et j'avais réagi en soumettant un texte qui avait été publié dans l'UMA du 24 juin 2002. Elle figure à la page 110 de mon livre. J'en cite quelques phrases. Donc c'est moi qui écris, c'est moi qui parle. Lorsque j'entends dire qu'il faut revenir à notre identité, cela signifie-t-il qu'il faut continuer à se réclamer de notre identité passée? Aujourd'hui, nous avons mieux à faire que de nous cramponner à une identité dépassée par les mutations profondes intervenues dans la société et dans le monde. S'il y a brouillage, c'est que nous avons commencé à rompre avec l'identité passée sans pour autant l'avoir remplacée par une identité révolutionnaire en phase avec l'époque actuelle. Et notre problème, c'est que nous ne sommes toujours pas d'accord sur ce qu'il faut construire et avec qui il faut le faire. Au 32e congrès d'avril 2003, Marie-Georges Buffet avait été confirmée comme secrétaire nationale. Pour le reste, tout était resté flou, spécialement la question du rassemblement. L'alliance avec les socialistes n'était plus privilégiée sans pour autant l'exclure. Pour, en revanche, je cite la résolution du Congrès, favoriser et prendre appui sur l'expression multiforme du courant antilibéral. Voilà une expression qui apparaît un peu nouvelle. Les communistes étaient appelés à créer des espaces de débat, et tenir des forums citoyens ouverts, mais il n'était pas prévu qu'il fallait le faire en concertation avec d'autres organisations. Cela se ferait sous la houlette du seul parti communiste et c'était voué à l'échec. Au régional de mars 2004, le PS l'avait remporté dans 24 régions sur 26. Au cantonal qui s'était déroulé simultanément, le parti avait obtenu 7,8%. Et pour la direction du parti, je la cite, ce résultat suivait grosso modo, c'est elle qui l'écrit, les évolutions successives de l'influence politique du PCF, érosion continue, puis chute sévère. Aux européennes de juin 2004, le parti avait totalisé 5,3%, 2% des voix. Le PS était sorti grand vainqueur avec 29,3%. Ces élections avaient été précédées par la publication en juillet 2003 du projet de traité de constitution pour l'Europe, le TCE. Le 18 juin 2004, ce projet était adopté par les chefs d'État européens. 29 octobre 2004, le projet est officiellement signé par les chefs d'État européens. 9 mars 2005, Jacques Chirac avait annoncé que sa ratification par la France se ferait par voie référendaire. 29 mai 2005, le non
l'emporter au référendum. Pour en arriver à cette énorme victoire, il avait fallu mener un combat unitaire extraordinaire, initié par un appel de 200 personnalités lancé le 19 octobre 2004. C'est la fondation Copernic qui en avait eu l'initiative. Dans cet appel figurait l'essentiel de la direction du parti, dont Marie-Georges Buffet, de même que la direction de la LCR, dont Olivier Besancenot, très peu de verts et de socialistes, de nombreux intellectuels, politistes, artistes, écrivains, des responsables, mais pas les plus connus, très importants, de la CGT, FSU et Solidaire. Cet appel dit renom au PCE, au TCE, pour construire l'Europe, proposait de créer partout des collectifs. Le collectif des PO, on voit ici qui était dans ces collectifs, avait vu le jour le 4 décembre, et comme les autres collectifs, il était désigné dès lors sous le nom de collectif des 200. Ce sont ces collectifs qui furent les moteurs de la bataille pour le non. La victoire du non acquise, comment allions-nous continuer? Voici ce que j'en écris à la page 130 de mon livre. Dès le 1er juin, le collectif national des 200 s'était prononcé pour la continuation des collectifs en veillant, je le cite, à maintenir le lien encore fragile entre mouvement social et mouvement politique dans le même esprit de pluralisme que pendant la campagne. Au Conseil national du PCF du 10 juin, Marie-Georges Buffet n'avait pas dit autre chose, je la cite, « On a gagné, on continue tous ensemble et soyons attentifs à toujours élargir ce tous ensemble. Les collectifs du non se sont créés dans de nombreux endroits. Il s'y manifeste souvent une formidable envie de poursuivre tous ensemble. Naturellement, nous en sommes. » J'avais été rassuré, car je n'ignorais pas que s'il y avait à la direction du parti des partisans du rassemblement des antilibéraux, d'autres craignaient que le parti ne s'y diluât et perdit son autonomie et son identité. Pour ma part, j'avais pensé qu'au contraire, c'était avec les collectifs du non de gauche que le parti avait repris place au cœur de la vie politique de notre pays, selon l'expression de Marie-Georges Buffet. J'avais été d'accord avec elle pour dire que dans cette bataille, nous avons occupé une place importante et singulière. À la réunion du CN, du Conseil national, du 21 septembre 2005, Patrice Cohen-Seat, dans son rapport introductif, avait laissé entendre que le parti était le mieux placé pour créer une dynamique populaire suffisamment puissante pour contraindre le PS de rejoindre le rassemblement et pour convaincre l'extrême gauche qu'elle faisait fausse route en restant, là je le cite, sur l'idée qui fige la situation et ferme également la porte à la constitution d'une majorité de changement. Et si nous étions les mieux placés, c'était non pas, je le cite, de croire ou de prétendre être au centre du rassemblement à construire, mais pour tout, je le cite, ce que nous pouvons apporter pour construire ce rassemblement populaire, de par, je le cite, la force du collectif militant que nous constituons. En suivant cette logique, il apparaissait que nos candidats étaient les plus à même de, je le cite de nouveau, permettre le plus large rassemblement possible dans les urnes sur un projet de transformation sociale, et la chute allait de soi. Il concluait, c'est dans cet esprit que nous avons dit à plusieurs reprises
notre conviction qu'une candidature communiste à l'élection présidentielle de 2007 serait un atout. J'estimais que c'était une prétention irresponsable et irréaliste. En juin 2005, les collectifs des 200 devenaient collectifs du 29 mai. En septembre, celui des PO avait vu le jour comme partout en France. Fin novembre, on en dénombrait 200 sur le territoire de la France. Les 3 et 4 décembre, 300 de leurs représentants s'étaient retrouvés à l'appel de la coordination nationale. Il y avait été affirmé que les collectifs du 29 mai pouvaient, je cite la déclaration, être le cadre naturel comme ferment d'unité, d'élaboration plurielle, associant des forces politiques, syndicales, associatives et citoyennes. J'étais absolument d'accord avec cette ligne. De son côté, le parti ne renonçait pas à se prétendre le mieux placé pour représenter le rassemblement de toutes les forces antilibérales à la présidentielle de 2007, et le 33e congrès du 21 au 26 mars 2006 avait confirmé sa conviction, je cite la résolution, qu'une candidature communiste à l'élection présidentielle sera la plus efficace pour porter cette union. Le 11 mai 2006, lancement d'un appel qui s'intitulait « Pour un rassemblement antilibéral de gauche et des candidatures communes » auxquelles le parti était associé. Et à partir de cette date, les événements se sont enchaînés, conduisant à l'implosion du processus antilibéral. J'en donne un récit très détaillé dans mon livre. Je considère que le Parti communiste porte une responsabilité majeure pour s'être obstiné à vouloir coûte que coûte que Marie-Georges Buffet, secrétaire nationale du parti, soit la candidate du Rassemblement antilibéral. Le 22 décembre 2006, elle annonçait unilatéralement sa candidature à la présidentielle. Le 22 avril 2007, au soir du premier tour, son score n'était que de 1,93%. La présidentielle s'était soldée par une véritable déroute des candidats antilibéraux, dont le total, en comptant LCR, LO, PCF et José Bové, qui avait fait cavalier seul, n'avait pas dépassé 9%. Aux législatives de juin, le PCF avait fait 4,7%. Au sortir de cette calamiteuse séquence électorale, la question et la place du parti et de son existence même étaient posées. La suite qui a été donnée à cette question, jusqu'à encore aujourd'hui, ne permet pas d'y répondre. En tout cas, ne me permet pas d'y répondre. Cette suite, j'y consacre la dernière partie de mon livre. Je vous laisse soin d'en prendre connaissance. On y rencontre des personnages que vous connaissez bien, des sigles que vous connaissez bien aussi. Chacun trouvera quel personnage ça correspond, des personnages importants. Je dis personnages, des personnalités, mais des personnages dans mon récit. J'en viens au rapport du parti avec les pays du monde soviétique et leur parti communiste. J'y ai consacré plusieurs pages dans mon livre, mais tout au long du déroulement de mon récit, de façon chronologique. Elle couvre une période
qui va de 1960 à 1991, année qui marque la fin du processus d'effondrement de ces pays socialistes. Alors je vous en livre quelques points saillants en partant, en reculant dans le temps. En octobre 91, suite au prétendu coup d'État contre Gorbatchev, et 2 mois avant l'implosion de l'Union soviétique, Maxime Greimetz, membre du bureau politique, chargé des questions internationales, avait écrit dans les cahiers du communisme, je le cite, « Soyons lucides, ce qui vient de se passer a jeté aux yeux des soviétiques un discrédit supplémentaire et peut-être irrémédiable sur les valeurs qui constituaient le ciment de l'Union soviétique et que le stalinisme puis le brejnevisme avaient si fortement entaché. » Deux ans plus tôt, donc je recule dans le temps, en décembre 89, à la suite de l'effondrement des pays socialistes, s'était tenue une réunion du comité central dont l'ordre du jour portait, alors c'était le titre de l'ordre du jour, les récentes évolutions de la situation internationale. Je trouvais que cet intitulé totalement comique. Greimetz y avait présenté un rapport, quand je dis ce que je viens de dire, je ne l'ai pas écrit dans mon livre. Greimetz y avait présenté un rapport dans lequel il avait déclaré, parlant des pays socialistes, que, je le cite de nouveau, la situation y est restée bloquée durant plusieurs décennies. Il avait reconnu, je le cite, l'ampleur de la coupure qui s'est instaurée entre certains partis communistes au pouvoir et leur peuple, entre les communistes de ces partis et leur direction. Il avait fustigé, je le cite, l'étatisme, l'absence de liberté et de responsabilité, la réalité des privilèges et parfois de la corruption, et aussi la conception centralisée, autoritaire et bureaucratique du socialisme. Nous étions à 1000 lieues du bilan globalement positif, la fameuse formule que Georges Marchais avait utilisée le 10 décembre 1978 en parlant des pays socialistes. J'ai été témoin au cours de cette réunion, de cette déclaration. Mon désaccord avait été total. Je l'avais dit au comité fédéral de ma fédération, j'appartenais à la Fédération du Rhône. La formule fut officialisée au 23e congrès de mai 79. J'estimais qu'au regard de la démarche critique entreprise peu d'années auparavant, la direction du parti avait gravement fait machine arrière. Voyons cela de plus près. Non, non, bouge pas, bouge pas. En août 78, il n'y a plus qu'une fois. Une fois, voilà. En août 78, le parti avait soutenu la publication du livre collectif L'URSS et nous, extrêmement critique à l'endroit des pays socialistes. J'avais vu la confirmation d'une prise de distance de la direction du parti à l'égard du PCUS et d'un début de réflexion approfondie sur les divergences de conception du socialisme entre les soviétiques et nous. Ce non-alignement avec le PCUS avait eu des signes avant-coureurs. En mai 1975, à la mi-décembre,
TF1 avait diffusé un reportage sur un camp de travail soviétique dans la région de Riga. Le lendemain, l'UMA avait publié un communiqué du bureau politique qui disait « Le bureau politique du PCF déclare que si la réalité correspondait aux images qui ont été diffusées et que cela ne fasse l'objet d'aucun démenti public des autorités soviétiques, il exprimerait sa profonde surprise et sa réprobation la plus formelle. » En 1976, Pierre Juquin, membre du bureau politique, était intervenu au nom de la direction du parti à un meeting de soutien au dissident soviétique Léonid Pliouch, incarcéré en 1972 dans un asile psychiatrique russe et finalement expulsé vers la France en janvier 1976. En 1976 encore, Jean Canapa, membre du bureau politique, était présent le 14 décembre sur le plateau de l'émission télévisée des dossiers de l'écran consacrée au procès dans les pays de l'Est. Faisant référence à la question posée par le thème de l'émission, c'était le titre de l'émission « Une maladie du socialisme », il avait reconnu, je le cite, que s'il faut parler de maladie, il faut parler d'un cancer du socialisme, parce que tout cela est profondément étranger au socialisme, contraire à tout ce pourquoi nous luttons. En janvier 1977, Georges Marchais, au cours d'une conférence de presse, avait enfoncé le clou, déclarant à propos du livre d'Arthur London, L'aveu, et du film éponyme de Costa Gravas, il était juste, c'est lui qui dit, il était juste d'écrire le livre qu'a écrit Arthur London, il était juste de faire ce film. En 1977, le 18 janvier, le bureau politique, dans un communiqué publié dans l'Humanité, reconnaissait que le texte du rapport secret prononcé par Khrouchtchev en février 1956, lors d'une séquence à huis clos au 20e congrès du PCUS, avait bien été remis à la délégation du PCF présente à ce congrès. Maurice Thorez, qui conduisait la délégation, l'avait toujours dit. Ce mensonge thorésien avait duré 20 ans. À l'époque, j'avais pensé qu'en révélant cette énorme affaire, le parti commençait à se débarrasser d'une partie de ce que j'avais appelé ses casseroles russes. 10 ans plus tard, il avait remis le compteur à zéro en qualifiant le bilan des pays socialistes de globalement positif. Mon livre s'achève sur ce que j'ai appelé le coup de grâce du 38e congrès qui s'était tenu vers la fin novembre 2018. Il avait adopté un texte d'orientation pour un manifeste du Parti communiste du XXe siècle, dans lequel une phrase m'avait particulièrement fait bondir. Elle disait, la phrase, « La rupture mal conduite avec la conception d'un parti guide nous a conduit à abandonner l'ambition d'être à l'avant-garde des luttes et des idées, de jouer le rôle actif d'éclaireur qui devrait être le nôtre. » Cette phrase m'avait rappelé des écrits communistes de notre âge, y compris du mien. Après la publication de mon livre,
Je me suis alors de nouveau intéressé aux circonstances dans lesquelles le PCF avait vu le jour en 1920. J'ai alors acquis la conviction, j'avais donc acquis la conviction que cette conception du parti guide, même sous une forme édulcorée, avait pour origine les 21 conditions qu'avait imposées le Comintern, ou Comintern international communiste, pour qu'un parti socialiste, parti social-démocrate, ça s'appelle ainsi, puisse être admis à l'international communiste, et se réclamer du qualificatif communiste. Donc, au congrès de la SFIO de Tours, 1920, la majorité des congressistes avait adopté ces 21 conditions pour devenir, cela s'appelait la section française de l'international communiste SFIC plutôt que SFIO. Alors je vous cite les 4 principales conditions. C'est une des traductions, il y a plusieurs traductions, mais j'ai pris celle-là, qu'elle est assez cursive. Rupture avec les centristes et les réformistes. Soutien sans réserve des républiques socialistes soviétiques. Toutes les décisions de l'international doivent être exécutées. L'organisation du parti est sur une base centraliste et démocratique et prône une discipline de fer. Le siège de l'international communiste était à Moscou. Et du fait du rôle du parti communiste russe, la direction de lycée international communiste était assurée majoritairement, puis exclusivement par des dirigeants du parti russe, puis par Staline tout seul. Lorsque, en 1934, l'international communiste renonce brutalement à la ligne classe contre classe pour imposer la stratégie du Front populaire, il était clair que les communistes devaient maintenir les socialistes sous leur tutelle. Pour en savoir plus, je ne saurais trop vous conseiller de consulter le livre de l'historien Serge Volikov, L'international communiste de 1919 à 1945. 45 ou 43 43, pardon. 43, paru en 2010. L'importance de cet ouvrage tient au fait que l'histoire du Comintern qu'il produit s'appuie sur les travaux de recherche réalisés sur les archives du Comintern, devenues accessibles à partir de 1991. Serge Volikov montre que cette histoire, je le cite, est à la base de toute l'histoire mondiale du communisme. Je formule l'hypothèse que l'histoire du Parti communiste a été façonnée jusque dans les années 1960 par les exigences héritées des 21 conditions. Puis, je formule encore l'hypothèse que son histoire est restée imprégnée de l'esprit des 21 conditions. Il a bien essayé de s'en dégager en procédant à l'abandon de 3 normes qui relevaient directement de ces 21 conditions. En 1964, au 17e congrès, c'est l'abandon de la thèse du parti unique pour la conquête révolutionnaire du pouvoir. C'est un abandon qui est assez peu connu et qui est très important. En 1976, au 22e congrès, ça c'est plus connu, abandon de la thèse de la dictature du prolétariat. En 1999, au 28e congrès, abandon
de la règle du centralisme démocratique. Le problème, c'est que ces abandons avaient été décidés pour des raisons conjoncturelles et pragmatiques, sans les justifier par un examen théorique sérieux. Du coup, le PCF a continué à se croire investi de la mission de conduire la révolution, aussi bien au moment de l'union de la gauche, entre 1960 et 1970, lorsqu'il était dominant, qu'au cours de la courte séquence antilibérale entre 2005 et 2007, lorsqu'il ne l'était plus du tout dominant. Je plaide pour que le Parti communiste engage un travail de mémoire et d'histoire et qu'ensuite il en tire toutes les conséquences. J'espère que mon livre sera compris comme une modeste contribution à ce travail de mémoire. Je vous remercie. Oui, alors si je comprends bien, la chute est due à Marie-Georges Buffet, sa présentation à sa candidature. Ça fait partie. Ça fait partie. Selon moi, ça fait partie. Disons en grande partie. Non, pas en grande partie. Cela fait partie de la démarche générale. Mais c'est la plus récente, évidemment. Mais c'est une continuité. Voilà. Pour moi, c'est une cohérence. Oui. Merci en tout cas, Roger, pour ce travail, comme tu dis, de mémoire, là, plus que d'histoire. Enfin, parce que c'est ton histoire, oui. Personnelle. La différence entre toi et moi, c'est que moi, je suis toujours membre du Parti communiste et que je pense quand même que le Parti communiste a apporté quand même des choses importantes à la société française. Et je crois que, même si je trouve qu'aujourd'hui, il ne procède pas à cette analyse que tu appelles, à cette analyse de son histoire et de sa stratégie et de sa politique, je pense quand même que ça reste, disons, le lieu, le moyen de pouvoir avancer vers cette sortie du capitalisme que tu considères comme étant l'objectif, ton objectif, ça a été ton objectif, c'est aussi le mien. Oui, ça marche, oui. Colle. Oui, il faut que je colle au micro, d'accord. Oui, alors, si j'ai bien compris ton analyse, parce que l'histoire, là, c'est pour comprendre le pourquoi de la chose, hein. C'est pas pour faire de l'histoire seulement. C'est pour analyser les causes du déclin du Parti communiste français. Qui n'est pas d'ailleurs que la cause du déclin du Parti communiste français, parce qu'on peut constater que tous les partis communistes d'Europe, je ne vais même pas parler de l'Italie, où il a complètement disparu, les causes sont liées, enfin, d'après ce que tu as dit à la fin, là, aux 21e conditions, c'est-à-dire à cette idée que le Parti communiste devait être le parti guide du rassemblement nécessaire pour changer la société. En gros, hein, si je ne veux pas trahir ta pensée. C'est ça. Voilà. Alors, je ne sais pas si c'est la seule raison. Enfin, je pense que ça, c'est peut-être un défaut, mais je pense que le Parti communiste n'a pas été en mesure, surtout, de proposer, d'apporter une vision, une perspective concrète de changement de société. Et que, tout simplement parce qu'il s'est enferré dans le programme commun,
Le programme commun, c'était un changement de société, mais vraiment au pas à pas, hein, c'était des petits pas. Et alors que moi, ce que je pense, c'est que la situation, elle appelait vraiment à ce qu'on propose une perspective de communisme et non pas de socialisme à la française. Et c'est là où je pense que peut-être il y a eu un manque dans la capacité du Parti communiste de promouvoir véritablement une vision nouvelle de stratégie politique. Hein, voilà. Bon, alors, c'est peut-être lié à ce que tu dis, je ne sais pas, je ne suis pas sûr, parce que les 21 conditions étaient plutôt des conditions qui durcissaient un peu la position du parti, qui n'impliquaient pas la stratégie du programme commun en particulier. Voilà, je m'interroge aussi, là sur ces causes. En tout cas, je partage ton idée finale, c'est qu'il est vraiment indispensable qu'on procède à une analyse sérieuse, c'est-à-dire un vrai débat. Parce que je pense, moi, que la vérité, en tout cas, les éléments de vérité qui nous sont nécessaires pour sortir de ce marasme ne seront que le produit d'un débat rigoureux et fraternel entre nous. Coup par coup. Non, ma conviction, enfin ce que j'essaie de montrer par ma propre militance communiste, hein, c'est pas théorique, hein, c'est que la stratégie du programme commun était totalement conforme aux décisions du Comintern. Lorsque classe contre classe a été rejetée, il y a eu brusquement, je dis, ça a été rejeté brusquement, sans aucune explication. Il faut évidemment, tout ça, évidemment, est documenté dans les livres d'histoire, c'est pas moi. C'était donc l'union avec du courant révolutionnaire et du courant réformiste. Je précise quand même quelque chose qui est très oublié. Vous savez, on parle beaucoup de l'interview de Maurice Sorel au Times en 1945. Mais dans cette interview, il était explicitement indiqué que le Parti communiste voulait créer un parti ouvrier, c'était pas révolutionnaire, un parti ouvrier réunissant les deux courants, le courant réformiste et le courant révolutionnaire, évidemment sous la houlette des communistes. Donc c'est une idée du Comintern, ça. Et donc il pouvait y avoir des nuances entre le Parti communiste, la direction du Parti communiste et la direction du PCUS sur l'alliance avec le PS, en fait des petites nuances, mais c'est bien conforme aux directives, je dis bien aux directives du Comintern. C'est en ce sens que j'insiste. Et à un moment donné, il n'y avait plus de Comintern. Donc les choses se sont développées, puis il y a eu cette nouvelle ligne, on fait... Mais je polémique là, j'échange pas mal ces temps-ci sur Facebook avec mes interlocuteurs avec lesquels j'ai l'habitude d'échanger, des camarades d'ailleurs, ce sont des camarades, et on échange par le biais de Facebook. Maintenant, il ne faut plus en parler, mais moi, je continue à travailler malheureusement avec ce média. Beaucoup considèrent que non, c'est alors, écoutez, il y a une formule qui me révulse, enfin non, qui m'excite. Il n'y a pas que ça. L'union, c'est l'ADN du Parti communiste. Mais c'est pas sous cette forme qu'il faut le dire. C'est l'union selon la conception du Parti communiste. Et cette conception, c'est dominer l'hégémonie du courant communiste à l'endroit
du courant, du parti, oui, communiste, à l'endroit du Parti socialiste. C'est pas l'union en tant que... Non, c'est l'union est un combat, comme disait Étienne Fajon. Étienne Fajon disait, c'est merveilleux, il a une formule, c'est l'union, ce n'est pas une idylle, c'est un combat. Alors tous ceux qui pensent qu'à l'époque on disait l'union est un combat parce que c'est le combat contre la droite, pas du tout. C'est le combat au sein de la gauche. C'est ça. Et au sein de la gauche, le Parti communiste était en mesure de le mener, ce combat, puisqu'il était dominant. Non, là, il y a beaucoup de choses qui ont été documentées sur ces questions-là. Évidemment, à l'époque, quand j'écris mon livre, pas quand j'écris, oui, quand j'écris mon livre, je suis au courant, mais je n'en parle pas. Je vous ai indiqué quelle démarche, quel a priori j'avais. Mais maintenant, je peux en parler, hein. Oui, bien sûr, je peux en parler, puisque là, je suis assuré d'un certain nombre de réalités, est-ce qu'on dit vérité? Vérité, c'est peut-être un peu religieux, de réalités historiques, et en la matière, non, le programme commun, c'est pas... Et donc, programme commun n'est pas à capoter, parce que cette stratégie a capoté. Cette stratégie imposée par le Comintern a capoté. Imposer peut-être est un mot fort, en accord avec le Comintern. En accord avec le Comintern. Non, moi je reviendrai simplement sur un point de détail. Concernant l'interview au Time, mais ça renvoie au discours général qui est tenu. Non, colle. Ça va? Vous m'entendez? Oui, c'est C'est un point de détail sans en être un. 1946, l'interview au Times. Effectivement. 45, non? 46. 46. Il y a dans l'interview au Times la notion de fusion. Ah oui. Pour moi, c'est simplement une fusion. C'est explicitement dit. Hein. On est dans une période qui est une période dont il faut bien, si je puis dire, rafraîchir la mémoire. Je ne l'ai pas connu, donc je ne me rafraîchis pas la mémoire, mais qu'il faut bien étudier. C'est l'après-guerre, la libération, où on est dans un maelstrom de repositionnement politique autour de l'héritage de la résistance et de la libération. Effectivement, Thorez rentre de l'Union soviétique, où il a passé le temps de la guerre, et il déclare, 1945, fin 1945, il n'est pas question de constituer des soviets en France. C'est bien. Ah, j'adore. Excusez-moi, c'est Moscou qui m'a fait. Il n'est pas question de constituer des soviets en France. Hein. Oui. C'est une période extrêmement ouverte. C'est une période... Et j'en parle pas dans mon livre. Non, c'est possible, je ne sais pas. Alors, non, quand même. Non, mais moi, 1960. Roger, je n'ai pas encore lu ton livre, je vais le lire. Évidemment, ça va être la première chose que je vais faire ce soir en commençant, en me couchant. C'est une période extrêmement ouverte où les choses sont extrêmement troubles et difficiles à appréhender. Bien. Mais ça ne dure pas. Ça ne dure pas. 1947, l'internationale communiste, qui a été dissoute en 1937, si je ne m'abuse, n'est pas recréée. Lycée dure jusqu'en 43. Enfin. Ah oui, non, mais jusqu'en 43, 35-43. Après, ça s'interrompt et c'est remplacé par le bureau. Le bureau de liaison. Le bureau de liaison convoque, voilà. Le jour de sa création, convoque les partis européens, le Parti communiste européen, notamment le Parti italien et le Parti français, pour les engueuler. C'est exact. En leur disant, votre stratégie d'union, c'est de la foutaise, vous allez vous casser la gueule,
vous portez la responsabilité de mettre en danger le mouvement communiste international. Très rapidement, 46-47, la guerre froide éclate. Et là, on entre de nouveau dans quelque chose qui s'apparente de très près à une conception classe contre classe de la lutte internationale. De très près. Et d'ailleurs, quand on lit les écrits du parti de cette époque, on retrouve une véhémence équivalente à celle qu'on avait pu constater dans les années 20. Bon. Ça n'amène pas pour autant une amélioration des résultats électoraux du parti. L'érosion est déjà commencée, elle a commencé après-guerre, avec des hauts et des bas, beaucoup de bas, quelques hauts, et beaucoup de baisses quand même. Bien. Donc, je suis perplexe sur cette interprétation de la persistance d'une sorte de, comment dire, de série de principes fondateurs de l'internationale communiste dans la ligne du Parti communiste jusque, disons, aux années 60. Je suis perplexe. Alors ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des membres du parti, des dirigeants du parti qui ont effectivement cette position. Hein. Toutes les années qui vont, disons, de 56 à 62 sont des années d'intenses affrontements au sein de la direction du parti. Entre Torres, qui est encore vivant, et qui a bien du mal à évacuer, je dirais, sa culture historique, et puis une nouvelle génération de dirigeants, ou pas d'ailleurs, qui s'y opposent fermement dans des luttes qui sont à la fois des luttes de pouvoir interne dans le parti et des luttes politiques qui portent précisément sur l'appréciation de la situation internationale et de la possibilité de changer des choses en France. Hein, il y a ces deux éléments. On connaît la position qu'a jouée Garaudy dans tout ça. On ne va pas pouvoir discuter. Hein, si tu non, mais je vais terminer. Je termine, j'allais finir. Donc, je crois que cette lecture-là moi je ne la comprends pas, je ne la partage pas. Par contre, là où je suis entièrement d'accord avec toi, et je termine là-dessus, c'est sur cette idée que entre les années 70 et 80, il se passe quelque chose qui est de l'ordre de la perte d'une orientation d'un projet qui est lié à la fois à l'érosion du projet communiste dans ce qu'il avait de plus, de plus cristallisé autour de la conception du communisme et d'abord du socialisme de l'époque, et puis l'incapacité à remplacer tout ça. Enfin, je termine sur une seule phrase. Ah, c'est vrai. Oui. Je pense aussi qu'il y a un autre problème qui est posé, qui n'est pas que le problème du résultat du Parti communiste français à l'Union soviétique et aux pays du socialisme dit réel, mais qui est le problème des rapports sociaux internes dans le parti durant toute son histoire. À l'écoute, là. Si. Bon, moi, je n'ai que des éloges à faire de cet ouvrage, puisque j'ai été content que Roger me demande une préface. Roger, si tu permets, je voudrais que tu nous redises la phrase sur laquelle tu as terminé ton propos. Oui. Ça commence par « je plaide ». Je plaide... Je plaide pour que le Parti communiste engage un travail de mémoire et d'histoire et qu'ensuite il en tire toutes les conséquences. Oui, eh bien, ça me permet d'exprimer ma pensée sur ce qui manque dans ton propos, et d'ailleurs aussi dans ton livre. C'est bien, oui. S'il faut plaider, selon moi, pour que le parti réfléchisse sur le perfectionnement de son
fonctionnement. En ce sens, je vais dans le sens de ce qui a été publié récemment. Je tiens particulièrement en estime le livre de Quétier, notre camarade qui, par référence largement à Gramsci, met en avant l'idée que un parti peut être révolutionnaire s'il fait en sorte que chacun de ses membres soit considéré comme un intellectuel. C'est ce qui n'a pas été du tout le cas dans l'histoire que tu nous as racontée. Maintenant, ma question est, est-ce que nous, qui sommes tes auditeurs, mais qui sommes les acteurs de l'histoire que tu nous as racontée, est-ce que... Non, mais je ne veux pas dire est-ce que... Qu'est-ce que nous aurions dû faire pour que l'histoire du parti soit autre que celle que tu nous as remise en mémoire? Oui, alors moi c'était tout simple, hein, je ne voulais pas lancer une grande discussion. Bon, d'abord je voulais remercier Roger pour son livre et pour cette conférence, parce que ça nous permet, comme c'est des vécus, notre propre vécu, donc ça nous permet de se rappeler certains moments, et notamment des moments de doute et de débat aussi. Donc on a chacun nos expériences. C'est vrai que moi je ne suis pas allé aussi loin que toi, donc sûrement par fainéantise intellectuelle, mais c'est vrai que j'ai eu, au moment où tu avais des doutes, moi je les avais aussi, et la plus grande déception, donc ça a été au moment des collectifs anti-libéraux, où là je l'ai vraiment vécu. Voilà, donc c'était la période 2005-2006. Je vois que c'était une période où j'étais dans ma vie, je ne pouvais pas aller plus loin, donc je pense que je suis pas allé plus loin dans la réflexion à cause de ça. Donc ça me permet justement, ton livre, ta conférence, de revoir tous ces moments du parti. Et après, dans l'expérience, donc moi, mon expérience fait que j'ai un attachement profond au parti, parce que pour moi, c'est le parti qui détenait la vérité, le juste, parce que les premières rencontres que j'ai faites, c'était dans ma cellule à Canet, avec 3 camarades qui avaient fait de la résistance, c'est pas des moindres. Donc pour moi, c'était vraiment... il ne pouvait pas y avoir meilleur que le Parti communiste à cause de ça. Et en plus, c'était des camarades résistants qui étaient d'une modestie, d'une ouverture d'esprit, qui m'ont amené énormément. Donc c'est mon expérience dans ce Parti communiste. C'est pour ça que j'ai toujours été fidèle à la ligne, parce que je me disais, il ne peut pas se tromper, quoi. C'est pas possible. Voilà, et donc, voilà, c'est bien qu'aujourd'hui on puisse discuter. Je crois qu'aujourd'hui, il nous faut vraiment discuter. Et toi, tu permets justement avec ton livre d'ouvrir une petite brèche au sein, notamment ici, dans les Pyrénées-Orientales, de débattre entre communistes, de voir comment on peut avancer. Je ne suis plus membre du Parti communiste. Hein. Mais je suis toujours communiste. Être communiste, c'est être pour la visée communiste. Je suis pour la visée communiste. Et il se trouve que je travaille à mon âge, maintenant, c'est au niveau du... Simone de Beauvoir disait ce qui sauve la vieillesse, c'est de réfléchir et d'écrire. Bon, ben voilà. Je sauve ma vieillesse en réfléchissant et en écrivant. Et donc, j'écris beaucoup sur la question du communisme, sur la question de la visée communiste, pas sur la question de l'histoire d'un communisme qui ne l'était pas. Non, sur la visée. Bon. Je ne voudrais pas qu'on se quitte sans que vous sachiez que je dis je suis communiste. Alors évidemment,
dans le langage familier, je suis communiste et je suis membre du Parti communiste. Ben non, je ne suis pas membre du Parti communiste, mais je suis communiste. Voilà. Bon, moi, je ne sais pas ce qu'a dit Jean-Pierre, c'est un peu en meuf. Non, je ne suis pas du tout placé pour dire ce qu'on aurait dû faire. Je suis placé pour dire qu'est-ce que j'aurais dû faire. Qu'est-ce que j'aurais dû faire? Alors, moi, je vous donne un épisode extrêmement important sur lequel là aussi, je travaille beaucoup. Je travaille parce que c'est ceux qui lisent mon livre s'apercevront que je ne parle pas de mai 68. Il n'y a pas mai 68 dans ce livre. Dans mon expérience, je ne parle pas de mai 68. Mais moi, j'ai vécu mai 68, j'ai rien compris. Je n'ai rien compris. Moi, j'étais, oui, fidèle aux thèses du Parti communiste. Évidemment, je ne peux pas écrire dans mon livre, puisque je dis que c'est dans le vécu de ce... Je pourrais maintenant en faire la suite, addendum. C'est-à-dire le Parti communiste n'a rien compris à mai 68. N'a absolument rien compris. Et moi, comme j'étais aussi la foi du charbonnier de Nadine, eh bien, je n'ai rien compris. Moi, j'ai découvert la classe ouvrière dans ma commune de Villeurbanne. J'habitais Villeurbanne. J'ai fait une découverte absolue, humaine, extraordinaire. Je n'étais pas du tout de ce milieu-là. Mais la découverte humaine n'a pas compensé l'absence de compréhension politique des événements que je vivais. Donc, voyez, mon livre ne couvre pas la totalité des événements, puisqu'il ne peut couvrir que les événements que j'ai vécus, auxquels j'ai réfléchi dans le moment où je les vivais. Voilà une... Alors, ce que j'aurais dû faire en 68, c'est de ruer dans les brancards et me dire, mais vous comprenez que dalle, hein. Voilà ce que j'aurais dû faire. Et oui, absolument. Bon, j'étais à l'université, j'étais un responsable du Parti communiste à l'université, un responsable syndical. On était heureux entre nous parce qu'on était majoritaire. L'Union des étudiants communistes était majoritairement sur une ligne qu'on pourrait appeler une terminologie qui me semble complètement dépassée, anti-gauchiste. Et entre nous, on était dans notre entre-soi, heureux comme tout. Oui, le Parti communiste, il a raison, la classe ouvrière, et puis voilà. Ce que j'aurais dû faire, c'est d'essayer de comprendre à cette époque ce que, après, je me suis efforcé progressivement, vous l'avez vu dans mon histoire, d'essayer de comprendre. Et par exemple, ben oui, j'ai rué dans les brancards de manière très importante dans l'épisode 2005-2007 des collectifs antilibéraux. Là, je l'ai écrit, je l'ai dit au conseil départemental, cette fois-ci de 66, j'ai fait des déclarations. Bon, voilà, du coup, je me dis, ben, finalement, tu n'as pas été complètement idiot tout le temps, quoi, voilà. Pierre, la question que tu poses, la réponse est dans ton intervention. Ce que nous aurions dû faire ou être, c'est-à-dire des intellectuels. C'est-à-dire, au lieu de suivre, d'accepter, je me mets dans la situation, hein, c'est de réfléchir, de penser, d'avoir une véritable activité de pensée. Alors évidemment, ça, moi je pense qu'il faudrait qu'un parti communiste, le Parti communiste, crée les conditions de cette autonomie individuelle de chacun de ses adhérents et de chacune de penser. Et c'est ça qu'il faut qu'on soit. Parce que, enfin, au-delà du Parti communiste, bon, à la limite, ce qu'on vise, c'est changer la société. Construire une société débarrassée de l'exploitation de l'homme par l'homme et de toutes ces dominations sexistes, raciales, etc. Mais c'est une ambition folle.
qui ne pourrait se réaliser que si, effectivement, chacun des membres de cette société soit capable d'y contribuer de manière consciente, réfléchie. Et c'est ça que doit faire un parti communiste, à mon avis. C'est de créer ces conditions-là parmi ses membres et au-delà, parmi l'ensemble des salariés qui subissent les méfaits catastrophiques de ce capitalisme. Parce que, quand même, on va dans le mur. Hein. Et il y a une donnée nouvelle qui n'était pas celle qui était présente au XXe siècle, c'est la donnée écologique, qu'on ne voyait pas à l'époque, mais qui aujourd'hui, apparaît de plus en plus violente. Si on ne sort pas du capitalisme aujourd'hui, où va-t-on? Où va l'humanité? C'est vraiment une question majeure. Pierre, la question que tu poses, la réponse est dans ton intervention. Ce que nous aurions dû faire ou être, c'est-à-dire des intellectuels. C'est-à-dire, au lieu de suivre, d'accepter, je me mets dans la situation, c'est de réfléchir, de penser, d'avoir une véritable activité de pensée. Alors évidemment, ça, moi je pense qu'il faudrait qu'un parti communiste, le parti communiste, crée les conditions de cette autonomie individuelle de chacun de ses adhérents et de chacune de penser. Et c'est ça qu'il faut qu'on soit. Parce que, au-delà du Parti communiste, bon, à la limite, ce qu'on vise, c'est changer la société. Construire une société débarrassée de l'exploitation de l'homme par l'homme et de toutes ces dominations sexistes, raciales, etc. Mais c'est une ambition folle qui ne pourrait se réaliser que si, effectivement, chacun des membres de cette société soit capable d'y contribuer de manière consciente, réfléchie. Et c'est ça que doit faire un parti communiste, à mon avis. C'est de créer ces conditions-là parmi ses membres et au-delà, parmi l'ensemble des salariés qui subissent les méfaits catastrophiques de ce capitalisme. Parce que, quand même, on va dans le mur. Et il y a une donnée nouvelle qui n'était pas celle qui était présente au XXe siècle, c'est la donnée écologique, qu'on ne voyait pas à l'époque, mais qui aujourd'hui, apparaît de plus en plus violente. Si on ne sort pas du capitalisme aujourd'hui, où va-t-on? Où va l'humanité? C'est vraiment une question majeure.